Forum Africa au Canada, Daniel Kablan-Duncan et son homologue québécois ont parlé de l'intensification des liens économiques entre la Côte d'Ivoire et le Québec. Il est question de renforcer la coopération dans divers domaines. Une délégation de la communauté portuaire d'Abidjan en mission commerciale au Mali et au Burkina Faso. Objectif, convaincre les opérateurs de l'Interland pour que leurs marchandises transitent absolument par la capitale économique. Les Guinéens se rendent aux urnes pour choisir leurs députés des élections législatives attendues depuis près de 3 ans dans le pays pour mettre fin à une transition agitée. Bienvenue à tous dans votre édition. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Québec au centre de la rencontre entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et son homologue québécois. Cette coopération déjà excellente sera renforcée dans bien des domaines, nous dit notre reporter Hugues Hervé-Blé. La coopération entre le Québec et la Côte d'Ivoire déjà excellente sera renforcée dans bien des domaines. C'est l'essentiel du message livré à la suite de la rencontre qu'a eue à Montréal le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan avec son homologue du Québec, Pauline Marois. Il y a quelques semaines, Jean-François Lisée, le ministre des Relations internationales, chargé de la francophonie et du commerce extérieur du Québec, était en Côte d'Ivoire avec des hommes d'affaires. L'audience de ce vendredi entre les deux premiers ministres s'inscrit dans la suite de cette visite. Nous voulons évidemment intensifier non seulement nos liens d'amitié et de solidarité, mais intensifier nos liens économiques avec la Côte d'Ivoire. La visite de votre Premier ministre est pour nous fort pertinente et intéressante dans ce sens. Nous avons discuté de différents sujets d'intérêt commun. Je crois que ce sera très fructueux pour la suite des choses. Les sillons ont été déjà tracés et là nous confrontons ces sillons, notamment dans différents domaines. Au niveau de l'éducation, nous allons avoir certainement davantage d'étudiants ivoiriens qui viendront donc se former ici au Québec. Dans le domaine donc économique, notamment dans le domaine minier, dans le domaine de l'énergie, donc aussi il y a des possibilités donc énormes. Et pourquoi pas, disons que d'avoir qu'un champ d'application dans le domaine des services, port, aéroport. Donc les champs sont immenses. Et je pense que la coopération entre le Québec et la Côte d'Ivoire, qui avait été forte à un moment donné, et notamment donc abaissée du fait de la crise, doit pouvoir reprendre. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan séjourne au Québec jusqu'à samedi. Sur son calepin, de nombreuses audiences avec des hommes d'affaires canadiens notamment, invités à investir en Côte d'Ivoire. Et une délégation de la communauté portuaire d'Abidjan en mission commerciale au Mali et au Burkina Faso. La délégation veut convaincre les opérateurs de l'Interland à privilégier le corridor ivoirien. Les marchandises du Mali, du Burkina Faso et du Niger doivent transiter par Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Ali Diarasouba, envoyé spécial. 2 ans après sa première mission commerciale d'après-crise dans les pays de l'Interland, la communauté portuaire d'Abidjan, avec à sa tête le directeur général du port autonome d'Abidjan, met la bouchée double pour consolider et conquérir les partenariats commerciaux auprès des opérateurs maliens. C'est une délégation forte qui a effectué le déplacement de Bamako, capitale d'un Mali en renaissance. Aux premières loges, la direction générale du port autonome d'Abidjan, la douane ivoirienne, le directeur de cabinet du ministre des Transports, l'Office ivoirien des chargeurs, la Chambre de commerce et d'industrie, le ministère des infrastructures économiques et les opérateurs privés exerçant dans le port autonome d'Abidjan, équipe soutenue par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali, Samuel Ouattara. Les portuaires d'Abidjan ont au cours de cette mission commerciale essentiellement eu des échanges avec les principaux opérateurs maliens dont les marchandises transitent par la capitale ivoirienne, ainsi que des représentants de l'administration malienne. En toile de fond, lors de toutes les rencontres, les préoccupations des opérateurs économiques maliens dans l'acheminement, le transport et le transit de leurs marchandises par le port autonome d'Abidjan. Vraiment, nos véhicules stationnent dans un mât au lieu d'une parking. Nous, on a fait le tour en ville à Abidjan. Quand on était là-bas, c'était pour faire une situation au port, pour un peu changer la place des véhicules.
Et là, nous, on avait vu une place là-bas devant la cire et qu'on nous a dit que c'était une place pour les gens du Sotra. Avant la mise en place du parking qu'eux, ils ont proposé, s'ils pouvaient transporter le véhicule là-bas avant le jour J. Face à ces préoccupations, le président de la communauté portuaire d'Abidjan s'est voulu rassurant. Je voudrais en entendre déjà vous dire que nous, autorités portuaires et toute la communauté portuaire, je crois, n'est pas fière des conditions qui sont faites aux camions maliens venant de Côte d'Ivoire. Mais nous sortons de longues années de crise qui n'ont pas permis des investissements pour offrir aux opérateurs des conditions optimales d'accueil. Le port a acquis sur l'autoroute de l'entrée d'Abidjan à 7 km du corridor de la GESCO un terrain de 25 hectares sur lequel sera bâtie une gare assez rapidement pour l'accueil de la marchandise, mais des camionneurs maliens et venant d'autres pays de l'Interland. Le port a acquis le terrain, mais la mise en valeur du terrain sera une action commune. Nous viendrons à temps opportun vers tous les opérateurs qui veulent s'associer au projet pour que ce soit une opération commune. Outre sa fibre économique et commerciale, le port autonome d'Abidjan a réaffirmé en terres maliennes sa citoyenneté. Elle a offert 1400 litres d'huile et 30 tonnes de riz, le tout d'une valeur de 15 millions de francs CFA aux populations sinistrées des récentes inondations survenues à Bamako. 2 autres millions de francs CFA ont été offerts à la pouponnière de Bamako sous les yeux des ministres maliens de la Solidarité et celui des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Après Bamako, la délégation ivoirienne dépose ses valises à Ouagadougou, toujours avec les mêmes objectifs, toujours avec le même dynamisme. Une délégation d'hommes d'affaires brésiliens séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire. Ces chefs d'entreprise veulent investir dans plusieurs domaines d'activité. Une rencontre a été organisée à cet effet à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour présenter leur savoir-faire et surtout les domaines dans lesquels ils pourront investir. Pendant 5 jours, les présidents de conseils d'administration des systèmes de financement décentralisés se sont retranchés pour réfléchir sur la gestion moderne de leurs activités face aux nombreux dysfonctionnements constatés dans leur administration. La formation initiée par l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés vient apporter des solutions à leurs préoccupations. Adama Kone pour plus de détails. Les administrateurs des sociétés de microfinance sont désormais outillés pour moderniser leurs prestations en faveur de la clientèle cible. À la faveur de l'atelier de formation sur la gouvernance des systèmes financiers décentralisés, ils se sont donné les moyens de répondre efficacement aux demandes de crédit, à la sécurité de l'épargne et au respect des procédures de commandement. Nous avons noté également des difficultés au niveau de ces institutions. Et c'est au titre de ces difficultés, il y a des questions de gouvernance qui compromettent la pérennité de ces institutions, de sorte que leur capacité à offrir des services de qualité à leurs clients est compromise. C'est la raison pour laquelle la Direction générale du Trésor, en sa qualité de structure de surveillance de ce secteur, a engagé un programme de renforcement de capacité de ces opérateurs afin de leur permettre de répondre aux attentes de leur clientèle. Avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement, une autre session est prévue du 30 septembre au 4 octobre en faveur d'un deuxième groupe de dirigeants. Ce communiqué de la fonction publique pour continuer, tous les fonctionnaires qui n'ont pas été notés pendant l'opération d'identification pour des raisons inconnues au ministère sont informés que leur salaire sera mis sous contrôle à la fin du mois d'octobre 2013. La liste nominative des personnes concernées est publiée sur le site web du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative www.fonctionpublique.ci. Les enseignants formés à la pédagogie médicale à Boaké, le point avec Kwadjo Kwame. Donner aux nouveaux maîtres assistants de l'UFR des sciences médicales de l'université Alassane Ouattara la pédagogie nécessaire pour mieux dispenser leurs connaissances aux étudiants. Tel est l'objectif de cette formation en pédagogie médicale. 35 maîtres assistants nouvellement recrutés et en instance de recrutement vont bénéficier pendant 10 jours
des rudiments pédagogiques pouvant leur permettre de relever le niveau de l'enseignement médical. Nous sommes une école de médecine. On fait d'abord les sciences humaines, on apprend la médecine en soi-même, mais on se dit qu'il faut bien apprendre et bien enseigner. On constate que par exemple les autres instituteurs font la formation pendant les 3 ans. Et nous, on a besoin d'avoir les méthodes, les techniques d'enseignement. Pour le professeur Sanogo, disposer des connaissances intellectuelles est une chose, mais savoir les transmettre convenablement à des apprenants en est une autre, d'où la nécessité de cette formation. Planification d'une séquence d'apprentissage, stratégie et support d'enseignement et évaluation des apprentissages sont au programme de cette session de formation. Le doyen de l'UFR des sciences médicales de l'Université Alassane Ouattara, professeur Ndaz Sanogo, veut donner les moyens aux enseignants afin de faire de cette UFR une entité remarquable de l'université en Côte d'Ivoire et en Afrique. Le Conseil Café Cacao a fait un don évalué à près de 514 millions de francs CFA dans les domaines de l'éducation et de la santé aux zones productrices. Une remise symbolique de ce don a eu lieu hier sur le parking de l'immeuble de la Caisse Stable. Chantal Akando. 15 ambulances équipées et médicalisées, 1000 tables bancs pour les populations vivant dans les zones de production du café et du cacao. C'est un don du Conseil du café et du cacao évalué à plus de 500 millions de francs CFA. Le Fonds d'investissement en milieu rural, FIMR, a pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs de café-cacao et de leur communauté. Le Conseil du café-cacao voudrait vous réitérer son engagement à entreprendre davantage d'investissements en milieu rural pour la réalisation d'infrastructures communautaires. Le ministre du Commerce, représentant son homologue de l'agriculture, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ce don. Toutes ces réalisations sont la preuve, encore une fois, de l'intérêt que le Conseil Café Cacao porte à l'épanouissement et au bien-être des populations. J'exhorte leurs utilisateurs à en prendre le plus grand soin. Je voudrais à nouveau témoigner toute la gratitude de l'État pour ce geste. Ces dons sont une réponse aux besoins exprimés par les populations bénéficiaires. Le ministre de l'Éducation nationale a réceptionné ce matériel offert tout en exprimant sa reconnaissance aux donateurs. Kandia Camara a salué ce geste. Je voudrais donc vous exprimer toute ma gratitude et à travers vous saluer tous les braves producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire. La magnanimité de votre action sociale à l'endroit des populations des zones de production de café-cacao est l'expression de votre engagement à assurer le bien-être des producteurs. Depuis la réforme de la filière café-cacao, le Conseil du café-cacao s'est engagé à améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs. La République turque offre un important lot de matériel médical à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, valeur du don 80 millions de francs CFA. En plus de ce don, bientôt une ambulance médicale sera offerte par la Turquie à l'ICA, l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Le concours Miss Environnement, c'est aujourd'hui dans la commune de Makori. Avant l'événement, le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a échangé avec les candidates du concours Miss Environnement et la Miss Environnement de l'Afrique du Sud. Les détails avec Patricia Oumou et Tia. La préservation d'un environnement sain, la qualité de l'air et de l'eau, la biodiversité, sont autant de thèmes proposés par les candidates au concours Miss Environnement Côte d'Ivoire. Le jatropha est une plante miracle, si on peut le dire. C'est une plante qui peut pousser sur des sols arides. Le jatropha produit aussi une huile qui peut être utilisée comme biocarburant, ce qui peut réduire de moitié la pollution. Mon projet, c'est la lutte contre la déforestation par le mécanisme du REDD+, en associant l'agroforesterie et les parcs à bois de chauffe. Mon projet, c'est de reboiser avec 2 espèces qui sont le filao et le moringa. Le moringa parce que c'est un arbre appelé arbre de vie et on peut l'utiliser pour faire de l'huile cosmétique et de l'huile comestible. C'est dans cette dynamique que la ministre de la Communication a reçu Miss Monde Environnement et Miss Environnement Afrique du Sud. Maître Afoussi Bambalamine a prodigué conseils et encouragements aux candidates. Selon elle,
Beauté rime avec environnement et leur mission est de mener le combat contre la dégradation de l'environnement. L'initiateur du projet indique que les candidates ont reçu une formation sur l'environnement et la biodiversité. Nous avons été absents de ce concours mondial pendant près de 12 ans. Donc avoir la Côte d'Ivoire participer pour la première fois à Miss Earth, qui est un concours de beauté international, c'était une priorité pour la Côte d'Ivoire. Le concours Miss Environnement Côte d'Ivoire va se dérouler samedi dans la commune de Marcory. 6 candidats sont en lice. La finale mondiale Miss Environnement 2013 va se dérouler le 7 décembre prochain aux Philippines. Toujours dans le domaine de l'environnement, le rapport des experts du climat présenté à Stockholm constitue un signal d'alarme pour le monde. Des images pour en témoigner. C'est un signal d'alarme pour le monde, selon l'ONU. Le rapport d'une trentaine de pages présenté vendredi par les experts du climat réunis à Stockholm dresse un nouvel état des lieux du réchauffement climatique en cours, avec des preuves toujours plus précises de l'ampleur du phénomène et des chiffres révisés à la hausse. Pour les experts du GIEC, la température moyenne de la Terre devrait encore grimper de 0,3 à 4,8 degrés d'ici 2100. Première conséquence, la hausse du niveau de la mer. En 2007, les scientifiques estimaient la montée moyenne des eaux d'ici la fin du siècle de 18 à 59 cm. Ils l'évaluent désormais de 26 à 82. Autre conséquence annoncée du réchauffement climatique, des événements météorologiques extrêmes plus intenses, vagues de chaleur, fortes pluies dans certaines régions. Pour ce qui est des causes, cette fois, la responsabilité de l'homme est plus certaine que jamais. L'un des 18 messages principaux que les 110 gouvernements représentés dans cette pièce depuis 4 jours ont adopté à l'unanimité, c'est que l'influence humaine sur le climat est claire. 95% de certitude contre 90% en 2007 que l'influence humaine est la principale raison du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. Tout dépendra donc en premier lieu des quantités de gaz à effet de serre qui seront émises dans l'atmosphère dans les prochaines décennies. La balle est dans le camp des décideurs politiques et économiques. Les militants écologistes exigent des mesures d'urgence alors que les Nations Unies reconnaissent que les engagements pris à ce jour sont insuffisants pour atteindre l'objectif de contenir le réchauffement de la planète à 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Un accord international est espéré enfin en 2015. Association des cultures pérennes avec les essences forestières, une alternative pour la gestion durable de la cacaoculture dans le Bas-Sassandra. C'était le thème d'une rencontre à l'occasion de la journée dédiée à l'arbre et à la forêt, une opportunité pour sensibiliser les populations à la reconstruction du couvert forestier. Thérèse Tapéoboué. La région du Bas-Sassandra voit aujourd'hui son couvert forestier se dégrader d'année en année. La pression démographique sur le foncier rural et l'agriculture itinérante ont grandement contribué à la déforestation de cette région, dernière poche forestière du pays. Toute chose qui constitue une menace sur la sécurité alimentaire et le développement durable. Les responsables du ministère des Eaux et Forêts multiplient à cet effet des actions en direction des populations pour les sensibiliser à la reconstitution du couvert forestier, notamment à travers de nouvelles techniques d'agroforesterie. Le sujet était justement au centre d'une conférence à Soubré à l'occasion de la journée de l'arbre. Selon le colonel Ouattara Nklo, l'association des cultures pérennes avec les essences forestières demeure une alternative pour la gestion durable de la cacaoculture dans la boucle du cacao en Côte d'Ivoire. Cette conférence a été suivie d'une séance de planting d'arbres au lycée 2 de Soubré. Ce planting d'arbres a été fait pour constituer un début d'arboretum au niveau de ce lycée. Pour nous, c'est un geste fort et je voudrais lancer un appel à tous les Ivoiriens que chaque année, que chacun plante un arbre où il peut le faire. En tout cas, nous estimons que cela va aider énormément la forêt ivoirienne. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet Une école, 5 hectares de forêt, initié par le ministère des Eaux et Forêts. Cocody, jadis fierté de tout Ivoirien, aujourd'hui cette commune résidentielle a perdu de son lustre d'antan. Création anarchique de magasins, destruction de l'espace vert. Pour tout dire, Cocody est devenue une commune quelconque. Le constat de Laurent Banga. Abidjan,
l'une des rares capitales au monde où chacun peut faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, et personne ne lèvera le petit doigt. Focus sur Cocody. Cette commune d'Abidjan, censée abriter les hauts cadres du pays, c'est-à-dire les en haut de en haut, sur le langage des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, force est de constater que la commune de Cocody est devenue une somme de contradictions, riche et pauvre, belle et horrible. Riviera 3. L'on construit des magasins et autres au-delà de la clôture et sur l'espace vert. Et pourtant, les propriétaires de ces maisons savent très bien que ce lopin de terre n'est pas à eux, mais bien à l'État de Côte d'Ivoire. Mais comme personne ne dit mot, alors l'on s'en donne à cœur joie. Cela devient même légal. Même ce chic quartier appelé Beverly Hill est entré dans la danse. Quelques personnes amoureuses de la bonne verdure, malheureusement en voie de disparition, essaient d'entretenir leur espace vert. Mais que vaut un beau jardin à côté des marchés informels? Cocody à Touban. Le décor est le même. Cette belle résidence est obligée de côtoyer ses magasins de quincaillerie et de plus d'occasions. Les exemples sont légion à Cocody. Et comme tout le monde voit, entend mais se tait, alors l'anarchie prend de l'ampleur. Elle est même à son paroxysme. Cela est très déplorable parce que Cocody est une référence en Abidjan. Et donc ces installations anarchiques ne contribuent pas à l'amélioration du cadre de vie de nos populations. L'image que je vois aujourd'hui de Cocody ne me plaît pas du tout. À l'époque où c'était vraiment verdoyant, où il y avait beaucoup d'arbres et tout ça, beaucoup de fleurs, maintenant on n'en voit plus et c'est pas normal. Chaque pays au monde a une ville ou commune qui fait sa fierté. En l'état actuel des choses, la Côte d'Ivoire à travers Cocody fait l'exception. Les nouvelles autorités municipales de Cocody doivent donc faire quelque chose en détruisant par exemple tous ces commerces qui donnent une très vilaine image à Cocody. Les fallacieux arguments de crise économique et sociale évoqués par ceux qui portent atteinte à la réputation de Cocody ne doivent pas les émouvoir. L'excellence dans la filière café-cacao a un nom, la Copaga, coopérative agricole de Gabiadji. Cette coopérative a reçu la reconnaissance de la nation. Mais quel est son secret et quels sont les arguments de cette distinction? La réponse avec Noël Nyagno. Petit Bandoukou, dans le département de Soubré, la nouvelle boucle du cacao. Ici sont expérimentées les technologies innovantes en matière de cacao-culture. Une journée est organisée par le Centre national de recherche agronomique avec l'appui de partenaires techniques et financiers sous l'égide du Conseil du café-cacao à l'intention des producteurs et autres acteurs de la filière café-cacao. Il s'est agi de faire visiter les parcelles de démonstration des 3 technologies innovantes. La première, la replantation totale du verger. L'ancien verger est totalement coupé et remplacé par un nouveau, le cacao Mercedes, plus productif. La seconde technologie est basée sur la fertilisation des vieux champs de cacao. À ce niveau, des produits homologués sont exploités. La dernière technologie ou le greffage sur le vieux cacaoyer. Toutes ces technologies ont une finalité, accroître le rendement et permettre à la Côte d'Ivoire de conserver son rang de premier producteur mondial de cacao. À travers cette visite des champs de démonstration, les producteurs et autres acteurs de la filière ont pu s'informer sur les performances de ces variétés de cacaoyers et sensibiliser sur le respect des bonnes pratiques agricoles. L'axe Ouangolo-Fekessédougou est en état de dégradation avancée. Pourtant, la réhabilitation de cet axe quelques mois plus tôt a coûté des centaines de millions à l'État de Côte d'Ivoire. Le point avec Kwadjo Kwame. Nous sommes sur l'axe Fekessédougou-Ouangolo-Dougou, distant de 45 km. Cette voie a bénéficié il y a environ 5 mois d'une coûteuse réhabilitation. Que s'est-il passé pour qu'en si peu de temps, cette route soit en état de dégradation avancée? Ni de poules par-ci, d'Odane par-là. Nos tentatives de rentrer en contact avec l'entreprise qui a effectué les travaux sont restées vaines. Les usagers au quotidien de ce tronçon crient leur désarroi. À un moment, bon, ils avaient un peu arrangé, mais actuellement, ce n'est pas la peine. C'est impraticable, on n'arrive même pas à rouler. On est obligé d'aller à 2 à l'heure pour pouvoir arriver. On a 4 heures entre Fergue et Ouangolo pour une distance de 45 km. Vous voyez que c'est beaucoup fatigant.
Vraiment, nous demandons à l'État de faire quelque chose pour cette voie-là. On ne sait pas si les professionnels qui ont réparé la route ne sont pas des professionnels, on ne sait pas. Point besoin de rappeler que le goudron coûte cher, très cher même. Ce sont des centaines de millions que l'État a dégagés pour la réhabilitation de cette voie, au bénéfice des populations. Il appartient aux autorités compétentes et aux structures habilitées à suivre de près ce que font certaines entreprises une fois les marchés obtenus. Vivement que pareil gâchis ne se reproduise plus. Pour mieux répondre aux grands défis de développement économique et social, le Conseil régional du Sud Komoué s'est réuni pour réfléchir sur la question. Les détails avec Patricia Omouetia. Deuxième session ordinaire du Conseil régional d'Aboisseau. Le président du Conseil régional du Sud Komoué veut partager sa vision. Le plus important aujourd'hui pour les populations, c'est la création d'emplois à travers l'industrialisation de la région. Au cours de cette rencontre, Akaoulé a insisté sur une volonté réelle de décentraliser les structures et les activités du Conseil régional. Le budget d'investissement est estimé à environ 2 milliards 300 millions de francs CFA pour un budget global de plus de 2 milliards de francs CFA. La deuxième session du Conseil régional d'Aboisseau a été consacrée également à la présentation des commissions permanentes et à l'adoption du budget primitif. La 34e édition de la Journée mondiale du tourisme célébrée autour du thème « Le tourisme et l'eau pour protéger notre avenir commun ». Il s'agit de mettre en relief la responsabilité et l'implication du tourisme dans la préservation de l'eau, source de vie. Honorine Aingori. L'eau est un élément essentiel du développement durable. Et pourtant, 1 milliard de personnes n'en ont pas accès dans le monde selon l'Organisation mondiale du tourisme. Motif, l'eau est polluée et gaspillée et mérite une utilisation rationnelle. Pour y arriver, la contribution du ministère du Tourisme est plus que nécessaire dans les efforts de conservation de l'eau dans le monde et singulièrement en Côte d'Ivoire. D'où le choix du thème « Le tourisme et l'eau, protéger notre avenir commun » à cette 34e journée mondiale du tourisme. Il est important que nous puissions protéger cette ressource naturelle afin que et les opérateurs du tourisme et les opérateurs économiques et la population puissent continuer à bénéficier de tout ce que l'eau peut nous apporter. Le choix du village de Hanon, à 4 km de Benjerville, village de 3000 âmes, n'est pas fortuit. Dans ce village, on trouve complexe hôtelier, baie lagunaire, chef de village, roi et des valeurs culturelles à exploiter. Nous sommes une presqu'île, nous avons des plages et des baies formidables. Anna est la 6e baie de Benjerville. Benjerville, pour nous, est la cité du futur. Nous sommes animés de sentiments de joie et aussi de responsabilité parce que Anna est un village touristique qu'on ne présente pas assez. Il suffit à l'État de Côte d'Ivoire de mettre un peu de moyens pour attirer des investisseurs, sinon des opérateurs dans ce pays. Une cérémonie de démonstration de course de pirogue, un atout touristique de ce village, a mis fin à cette journée commémorative. Et puis hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée, les votes pour les législatives ont commencé ce matin. Des élections législatives attendues depuis près de 3 ans dans le pays pour mettre fin à une transition agitée. 5 millions d'électeurs sont appelés aujourd'hui à voter. 114 députés de 30 partis politiques. Les forces de l'ordre sont déployées dans tout le pays pour sécuriser le scrutin et une centaine d'observateurs veillent à la transparence des élections. Le vote a débuté ce matin dans le calme et ce n'était pas encore l'affluence dans les bureaux de vote. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité hier à New York une résolution encadrant le démantèlement des armes chimiques de la Syrie. C'est la première résolution votée depuis le début du conflit en mars 2011. Regardez. Dans un communiqué daté de Damas, les Nations Unies ont annoncé que les équipes d'experts en armes chimiques auront terminé l'inspection de 7 sites supplémentaires en Syrie lundi prochain. Une accélération au regard du calendrier prévu par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques de La Haye, liée sans doute à l'accord intervenu la nuit dernière à l'ONU.
Washington et Moscou sont en effet parvenus à un accord ouvrant la voie à une résolution sur le démantèlement de l'arsenal de Bachar el-Assad, une résolution qui satisfait les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. La résolution contient un accord conclu à Genève prévoyant que seul en cas de violation du processus ou d'usage d'armes chimiques par quiconque, le Conseil de sécurité examinera les faits et décidera d'intervenir. En marge de l'Assemblée générale, les chefs de la diplomatie française et américaine ont participé à une réunion des amis de la Syrie pour tenter d'aller de l'avant. Convaincu qu'il ne pouvait y avoir de victoire militaire dans ce conflit, John Kerry a appelé au retour à la voie du dialogue. Il y a un plan déjà mis en place sous le nom de Genève 1, que nos amis les Russes ont signé aussi, qui appelle à un gouvernement de transition et qui prévoit en détail comment entrer dans un processus constitutionnel et des élections. Le secrétaire d'État a toutefois pris soin de préciser que personne au monde ne pouvait croire que Bachar el-Assad participerait à un tel gouvernement. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à très bientôt.